En 2006, Gratien Rukindikiza, réfugié depuis près de 15 ans en France, retourne au Burundi pour le lever de deuil de sa mère. Il fait alors la promesse aux habitants de Muyebe, sa localité d'origine au centre du pays, de mobiliser des moyens en Europe pour créer un centre de santé sur la colline. 2 ans plus tard, je fais le voyage avec mon fils Arthur pour témoigner du travail accompli par l'association et comprendre les problèmes de santé du Burundi. Le Burundi est en lambeaux. Après 15 ans de conflit, des femmes et des enfants cassent les pierres qui servent à édifier de belles villas protégées par de hauts murs. Ce garçon est content. Il a mieux gagné sa journée que d'habitude en venant couper ce régime de bananes pour notre ami Denis. Pancras assure la gestion du centre de santé. Chaque mois, il achète les médicaments nécessaires aux patients de Muyebe. Ici, les prix ont monté. Mais avant de suivre Pancras dans les collines, nous faisons le tour des hôpitaux de la capitale. L'hôpital Prince-Régent est le plus ancien et le plus grand hôpital du pays. Il y a les saisons où on a beaucoup plus de malades, surtout le paludisme qui est la première pathologie qui cause l'hospitalisation. Mais étant donné que c'est une pathologie qu'on maîtrise bien, le séjour ne dépasse pas 7 jours. La deuxième pathologie, c'est en grande partie les malades qui ont des pathologies donc, intestinales, donc, mais en médecine interne, parfois qui sont associées par d'autres pathologies comme le VIH, SIDA, les maladies pulmonaires, les maladies diarrhéiques. Cela, le séjour dépend de la gravité. Ce qui est du personnel, on est autour de 500 employés, 26 médecins, dont la coopération internationale, donc, à savoir les chinoises, égyptiennes, qui nous appuient. En grande partie, les spécialistes sont étrangers. C'est un hôpital public qui est autonome, mais qui reste en grande partie dépendant des aides extérieures.
La mission principale de cet hôpital, c'est d'abord de servir la population de niveau moyen et de charité. Les malades qui ont les moyens, donc ils payent progressivement leurs factures. Les autres qui n'en ont pas, on cherche des tiers pour rembourser. Dans un pays pauvre et rural, très peu de gens bénéficient d'une couverture sociale. L'hôpital est donc confronté au problème des patients qui ne peuvent pas payer leurs soins. Parmi les payants cash, c'est dans ce groupe que nous trouvons la plupart des malades incapables de payer les frais d'hospitalisation parce que à peu près 80% de la population est pauvre. Un Burundais qui est ici depuis le mois de février, il totalise un montant de 1 95 027 francs. Et un autre qui est ici depuis le mois de janvier, qui totalise un montant de 1 715 342 francs. Ces cas, ce sont des malades insolvables qui sont incapables de payer. Si la personne se trouve dans une situation où il ne peut pas directement payer, en attendant qu'on trouve un tiers pour payer, le malade reste pour quelque temps en attendant effectivement que sa facture soit réglée. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont rien. Ils disent qu'ils vont rester ici, mais il y a des fois qu'il y a des bienfaiteurs qui passent. Même ceux qui sont dans le circuit métrique comme les fonctionnaires, ils ont des salaires scandaleusement très bas qui ne peuvent même pas les aider à subvenir aux besoins essentiels. Parfois, nous avons des fonctionnaires qui sont en difficulté de paiement, malgré la mutuelle. Il y a même des fois des vivres frais qu'ils vont préparer ici. Ici même. On amène pour une semaine. Après une semaine, ils amènent encore. Ils préparent le repas ici même à l'hôpital. La solidarité est vraiment à encourager, mais il ne faut pas qu'il y ait une subutilisation de ces fonds. On est déjà pauvre, on accepte de contribuer, mais le détournement des fonds est un autre problème vraiment national qui décourage la population. La polyclinique, au cœur de Bujumbura, est une entreprise qui marche très bien. Vous voyez, il y a un pancarte qui nous montre comment est disposé les services et les médecins. Vous pouvez prendre l'image. Il faut peut-être savoir que la Polyclinique, c'est une association de médecins qui, pour la plupart, sont partis de la faculté de médecine. Je ne dirais pas trop déçus, mais quand même par rapport à la qualité du soin qu'ils pouvaient offrir. Moi, par exemple, je suis rentré de la faculté en France en 1986 et je suis tombé dans un hôpital qui est l'hôpital universitaire, qui était très très bien tenu, qui était tout neuf, avec un équipement qui n'avait pas grand-chose, disons, à envier par rapport à pas mal d'hôpitaux en France. Et progressivement, avec le temps, la situation s'est un peu détériorée, au point qu'on ne se rendait pas compte qu'on avançait, ou plutôt on reculait. Alors avec quelques médecins, on s'est dit, bon, il y a peut-être moyen de mieux faire, d'avoir une petite structure légère. L'objectif, ce n'était pas d'avoir de l'argent, mais l'objectif, c'était d'avoir une structure qui puisse rendre des soins de qualité en permanence. Actuellement, on est une douzaine de diverses spécialités. Et on travaille à l'édification de la polyclinique. Au départ, on a commencé avec des consultations externes, puis des équipements tels que la radio, l'échographie. Et ça ne fait qu'une dizaine d'années que nous opérons et que nous hospitalisons. Oui, deux groupes électrogènes du secours en cas d'absence du courant.
Ça abrite également des cabinets de consultation et à l'étage des chambres d'hospitalisation. Ça abrite également un bloc opératoire pour la chirurgie et l'ORL. L'avantage, c'est cette gestion autonome, rapide, qui ne souffre pas, disons, des lenteurs administratives. Donc, mais l'inconvénient, c'est que l'accessibilité n'est pas à tout le monde. Les revenus élevés, ce sont les banques, ce sont quelques entreprises privées, ce sont certains commerçants et les employés des ONG. On a une population qui a quand même, disons, des moyens. Et le manque, disons, d'assurance médicale privée, parce que celle qui est publique ne suffit pas, et n'autorise pas, disons, au déplacement dans ces hôpitaux. Il y a malgré tout un espèce, disons, de soutien. Moi, quand quelqu'un de ma famille tombe malade, s'il n'a pas les moyens, c'est moi qui paye pour lui. Et même ici, on voit souvent des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui sont couverts par les frères, les cousins, les oncles, les tantes, etc. Ici, c'est le nouveau bâtiment qui nous a servi d'agrandir l'hôpital. C'est un bâtiment qui abrite 3 services nouveaux. La stomatologie, dentisterie, la cardiologie, dermatologie et une réanimation. La deuxième déception, ça a été que se rendre compte que malgré tout, il faut beaucoup d'argent et que pour une structure puisse survivre, il faut nécessairement aussi beaucoup d'argent et des financements. Et ces financements, ça vient des banques et les banques sont actuellement, bon, c'est vrai que ça a un petit peu baissé, mais c'est des taux d'intérêt qui n'ont rien à voir avec les taux en Europe. Nous, on est à 18, 20, 24%. Un échographe, par exemple, qui est acheté en Europe 40 000 €, nous revient à 3 fois le prix. Quand il s'agit de prestations, les gens ne peuvent pas payer 3 fois le prix qui est payé en Europe. Des centrifugeuses. La maison dispose d'un logiciel basique, Visual Basic, et utilisé au niveau de la comptabilité, de la facturation. Au niveau individuel, Tarsis, moi je dis quand je prends en charge des patientes, comme je suis gynécologue, moi je suis satisfait parce que j'arrive juste souvent au bout de mes diagnostics, au bout de mes traitements. Maintenant, comme je disais le soir, quand on fait le bilan en disant bon, au niveau du pays, qu'est-ce que ça fait? Peut-être on draine 5 à 10% de la population du Burundi, donc on se rend compte quelque part, on n'est pas aussi opérationnel qu'on le souhaiterait. Quand l'hôpital a commencé en 1983, c'était une petite infirmerie qui est allée s'agrandissant au fur et à mesure que nous avons acquis des moyens et soutenue dans un premier lieu par le ministère de la Défense nationale. Petit à petit, on a mis en place certains services comme la médecine interne là où nous sommes et la chirurgie. L'armée semble avoir les moyens de soigner ses soldats et leurs familles. Du coup, l'hôpital militaire est en bonne santé. L'hôpital est un hôpital en autonomie de gestion depuis 1991. Et les militaires y ont droit, ainsi que les familles. Les militaires sont soignés au même titre que les fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire qu'il y a une assurance maladie qui couvre 80% du coût des soins sur le territoire national et 20% sont supportés par le ministère de la Défense. Et en plus, c'est la population civile qui le souhaite, qui le désire, qui vient demander donc des services dans cet hôpital. Nous les recevons sans problème. Bon, il n'y a pas de garde malade, je ne dirais pas ça comme ça, mais on accepte qu'ils viennent avec les membres de leur famille pour assurer leurs soins. Et le grand problème que nous avons, ce sont les handicapés de guerre qui passent des mois, même des années à l'hôpital. Et ce sont des gens qu'on ne peut pas chasser de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'autres structures d'accueil. Mais à ce moment-là, l'hôpital fonctionne comme des chambres d'hôtel et ça a un impact négatif sur la trésorerie de l'hôpital.
Le bâtiment, c'est le service de kinésithérapie qui est en chantier actuellement parce que le CNDRR, qui est le service chargé de la démobilisation des ex-combattants, a pensé à augmenter les capacités de cet édifice pour qu'on puisse recevoir et les militaires en fonction et les militaires ex-combattants qui sont actuellement démobilisés. Ça coûte un compte, donc un bon équipement, mais qui malheureusement on n'a pas pu le réparer. Et il n'est pas le seul, on a encore d'autres appareils qu'on ne sait pas réparer. Vous n'allez pas mener un technicien pour réparer un de petits appareils qui coûtent certainement moins que les frais d'amener le technicien, donc ce n'est pas possible non plus. La réexportation et la réintroduction de ce genre de matériel est quasiment impossible. Parce que la réexportation et puis le retour, il vaut mieux carrément acheter un nouvel équipement. Ici, nous sommes devant le service de pharmacie où il y a un attroupement important. Il y a un agent de sécurité qui est sur le comptoir. Il lui reçoit le bon pharmaceutique, qui l'amène par la fenêtre, qui fait circuler sur toute la table et on ramène le bon à l'agent de sécurité pour faire signer au malade, signer qu'il va avoir les médicaments. Et on amène le bon à l'autre fenêtre pour acquérir le médicament. Et le médicament doit transiter par l'agent de la mutuelle qui doit faire sa dernière signature sur le médicament pour que le médicament ne soit pas revendu. Ce qui est en train d'accomplir les infirmières ici, c'est un travail de la facturation. Chaque infirmière facture les actes, que ces actes sont réalisés et les médicaments qu'il a donnés aux malades. Ça, c'est un travail de conscience. Nous avons du personnel qui est ici depuis très longtemps. Et je dois dire que ce sont des gens qui ont fait du travail fantastique et qui sont restés ici malgré certaines sollicitations à l'extérieur. Nous avons d'ailleurs très peu de militaires, mais les infirmières et les infirmiers qui travaillent ici, ils ont acquis, comme par réflexe, les habitudes militaires et ils ont par conséquent aussi acquis cette conscience professionnelle. Il est vrai que certaines ONG offrent de meilleures situations, de meilleures rémunérations. Mais on a vu quand même que la motivation du personnel de santé n'est pas toujours nécessairement le fait d'avoir une bonne rémunération qui est motivant dans le travail. On a vu qu'il y a une certaine conscience. Moi, je pense bien que vraiment, ils ont une conscience professionnelle au top niveau. Ce bloc a été construit sur les fonds propres de l'hôpital. En fait, les fonds gagnés par le personnel lui-même. Et ça, c'est le bloc 14, c'est les chambres hot-standing. Ici, c'est une petite unité de stérilisation avec deux stérilisateurs et un distillateur qui sont en fonction depuis bientôt 25 ans. En moyenne, chaque jour, on a 5 à 6 interventions. Nous avons certainement un problème de médecins spécialistes parce que ceux qui partent à l'étranger reviennent difficilement. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est la crise qu'on vient de traverser qui a duré une quinzaine d'années. C'est peut-être une partie, mais il y a aussi probablement la fuite des cerveaux qui n'est pas le propre du Burundi où les gens cherchent à mieux être. Donc, en général, ils ne rentrent pas. Il y a un manque cruel, criant de spécialistes, surtout en chirurgie. Et quand on doit faire une chirurgie de guerre, surtout en période de conflit, on n'est qu'à 2 spécialistes, il en faut d'autres. Si vous devez chercher quelqu'un qui a fait la chirurgie vasculaire, vous n'en aurez pas un. Sans parler d'autres spécialités, l'urologie, la cardiochirurgie, la neurochirurgie, là c'est plus pour mémoire. Nous avons un manque vraiment criant de spécialistes et il faut faire tout pour les former ou alors conscientiser ceux qui sont partis pour qu'ils reviennent. Des médecins qui ont fait la chirurgie générale et là je crois qu'on devrait en compter une dizaine en tout et pour tout.
Normalement, ils vont suivre leur formation de 3e cycle à l'extérieur et ils ne se hâtent pas de rentrer. Et sinon, il y a pour la chirurgie et la médecine interne, généralement, il est prévu de faire une formation de base de 2 ans à l'Université du Burundi. Après cette phase, ils vont compléter par faire leur formation à l'étranger, généralement en France. Et le problème, c'est que très peu reviennent pour pouvoir s'atteler au travail. Les montagnes qui dominent Bujumbura nous permettent de prendre un peu de hauteur. Avant d'aller jusqu'au centre de santé de Muyebe, nous rendons visite aux médecins responsables de la province. Les grandes pathologies que nous rencontrons dans notre province sanitaire, ça vient en tête le paludisme, les maladies parasitaires pour les enfants, les maladies respiratoires aussi. Il y a aussi la tuberculose, le VIH, mais aussi la malnutrition sévère. Pour ce qui est des autres maladies, des maladies parasitaires, les maladies respiratoires qui se manifestent surtout chez les enfants, il y a vraiment des manques de médicaments essentiels. Pour le VIH, nous avons encore très peu de centres de dépistage. Et pour la malnutrition sévère, c'est un problème qui n'est pas très visible dans notre population, mais nous qui sommes des prestataires, nous voyons qu'il y a vraiment des cas. L'année passée, on a eu 9584 cas de malnutrition, dont 34 cas de malnutrition sévère qui ont été transférés dans le centre nutritionnel et thérapeutique de Muramvya. Ça touche les enfants et surtout les femmes enceintes et les femmes qui ont accouché récemment. C'est une province qui compte une population de 287 600 habitants, donc une population d'à peu près 300 000 habitants. Nous sommes 3 médecins avec 2 médecins hospitaliers. L'OMS exige un médecin pour 10 000 habitants. Ici, c'est un médecin pour 100 000 habitants. Nous avons 17 centres de santé publics, 3 centres de santé agréés et 3 centres de santé privés. Pour remplir les normes de l'OMS, je dirais que notre province a besoin au moins de 8 centres de santé, 8 supplémentaires. Le personnel exigé par un centre de santé, c'est 5 infirmiers, un laborantin, un gestionnaire, des aides-soignants, des travailleurs et veilleurs. S'il y a une initiative pour justement améliorer l'accessibilité géographique, financière de notre population,
S'il y a un centre de santé équipé et qui a des médicaments, je pense que c'est un avantage pour notre population. Nous voici enfin au centre de santé créé par l'association. Il fonctionne depuis décembre 2007. 7 personnes y travaillent chaque jour. Le centre de santé Vukani dessert une population égale à 25 903. Nous avons commencé avec des collines pour voir la faisabilité du projet. Et puis, après avoir vu que les 2 collines nous les satisfaisons, nous avons voulu étendre nos actions vers les autres collines de la zone Muyebe. Nous travaillons avec les collines de Muyebe, Kitunga, Kibenga Migende, Kibenga Murehe, Bisoro, Nyakibari, Wankagoma et Rusivia. Les maladies les plus fréquentes sont les lumbago. Lumbago, ce sont des douleurs au niveau lombaire. La deuxième, c'est la malaria. La troisième, c'est les pneumopathies. Et la quatrième maladie sont les verminoses. La cinquième maladie sont les syndromes ulcéreux. La sixième, problème visuel. Et la septième maladie, c'est l'hypertension artérielle. Je travaille ici d'une façon de service. Je fais des écrits pour les fiches des malades. Il y a les autres qui nous aident. Les 2 filles, c'est Daphrose et Eneslat. Il y a des cas où on cherche des fiches pour les malades et ils nous donnent des numéros pour les chercher. nitwa Ndayisasire Etienne mu bisanzwe nkaba ndi umuparantonga nkaba njejwe ibintu by'isuku. Je suis chargé de la propreté de la maison, de la lessive, des tabliers, des infirmiers. Je suis chargé aussi de mettre les gens, les patients par ordre, quitte à ce que ne bousculent pas les infirmiers. Je suis seul. Je suis technicien médical depuis 20 ans. Ici, je m'occupe de la consultation, des consultations. On consulte, on reçoit chaque jour en moyenne 60 personnes, 60 patients. Elle m'a parlé de tous ces signes, alors je suspecte le paludisme. C'est pour dire que je l'envoie directement au laboratoire.
suis en train de chercher un plasmodium, c'est la jacosare de malaria. Je suis en train de faire une goutte épaisse. Cette goutte aussi doit être séchée au soleil. Ça peut durer 10 ou 15 minutes. Par après, je mets au microscope et je tourne et je peux trouver des plasmodium syriana, des plasmodium sauvois. Lorsque on voit un noyau qui était entouré par une membrane. J'ai un niveau d'études de 3 ans à l'université, donc à l'Institut supérieur paramédical, mais je me suis décidé d'interrompre à cause du manque de moyens. Je fais entrer les bandelettes dans cet appareil. Voilà, cet appareil est en train de réclamer une goutte. Je vais mesurer l'hypoglycémie ou la glycémie normale de cet patient. Voilà, cet appareil vient de me dire, vient de m'informer que cette goutte est bien entrée. C'est 122. La valeur normale de la glycémie est de 60 à 110, mais malheureusement, nous venons de trouver 122. Directement, je note que 122 mg par décilitre, c'est une hyperglycémie. Comment tu appelles? La Giolita. Ça fait 5, elle a 54. Mon idéal et mon souhait d'étudier, de continuer mes études pour que je puisse retourner avec une grande capacité d'intelligence pour satisfaire les patients. Marita ni Habonimana. Ibi bibiri mu gitondo, ibi bibiri mu ijoro, ibi bibiri mu gitondo, mu ijoro, mu gitondo, mu ijoro, urumvise? Mu ijoro akagaca kajana n'ibi bibiri. Urumvise? Vaille. Je suis technicien médical de formation. J'exerce mes fonctions au centre de santé au Buvukani, mais en même temps je fais l'université de Moaro. Faculté paramédicale. Je m'occupe de la pharmacie, mais quand mes collègues ne trouvent pas de temps d'arriver ici, je peux m'occuper de tous les services. Les médicaments sont quand même en suffisance. Nous sommes à mesure de traiter ces maladies. Je suis en gros chargé du suivi du centre de santé au Fukani. J'assure le suivi du personnel, donc je suis en permanence ici à la fin du mois. Je disponibilise aussi les salaires des travailleurs. Je détecte les besoins. J'étudie aussi les besoins avec tout le monde ici. Le suivi est fait avec le comité collinaire que la population elle-même a mis en place. Et ce comité nous aide beaucoup parce qu'elle est de proximité. Le centre de santé n'est pas éclairé et nous pensons que quand nous serons agréés prochainement, nous aurons besoin de frigo pour les médicaments. Parce que si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas distinguer les formes de plasmodium, on ne peut pas aussi conserver les examens récoltés, on ne peut pas aussi conserver les produits
nk'ingorane gusa umuntu yovuga ngira. Encore, les difficultés que je rencontre dans l'exercice de ma profession, je connais la difficulté de me déplacer. Donc, si le centre de santé Ouvukani pourrait avoir un vélo pour le déplacement, ça serait mieux et je serais soulagé et rapide dans mon travail. Une autre difficulté que nous connaissons, c'est la difficulté de cette maison qui est exiguë, qui n'est pas appropriée comme centre de santé. C'est tout. L'hôpital provincial est à quelques kilomètres de Mouyébé. Mais cet hôpital, nouvellement rénové, souffre du manque de médecins. C'est un hôpital qui compte 4 services, maternité, pédiatrie, et gynécologie, médecine interne et le service de chirurgie. 42 infirmiers avec un seul médecin qui d'ailleurs aujourd'hui est empêché. C'est la salle de chirurgie. C'est une salle qui est presque vide parce que les cas de chirurgie sont à transférer dans des autres hôpitaux où on peut trouver un chirurgien. On ne peut pas dire que tous les malades arrivent à l'hôpital. Il y a des malades qui meurent justement à la maison. Vous avez vu, donc le taux d'occupation est faible. Il y a vraiment un problème de couverture. Ils ne sont pas capables de s'acheter des couvertures, c'est regrettable. Voilà, ici. Celle-ci vient de passer 2 mois ici. C'est une femme qui a un diabétique connu. Donc ce sont des gens qui sont pauvres, qui ne peuvent pas suivre le régime des diabétiques. Si elle ne peut pas payer, je pense, beaucoup de fois, on est obligé de la laisser sortir comme ça et c'est une perte. Il y a des instruments nécessaires qu'on utilise en ophtalmo, en dentisterie, qui se trouvent ici et qui ne sont pas utilisés. Ça, ce sont des aspirateurs. Ça, ce sont des boîtes pour les différentes interventions chirurgicales et la traumatologie, la chirurgie viscérale. Je voudrais vous montrer un appareil d'ophtalmologie qui est fonctionnel mais qui n'a pas quelqu'un pour l'utiliser. C'est un échographe qui est là, je dirais, depuis une année. Mais comme on n'a pas quelqu'un qui peut l'utiliser, on fait des diagnostics à l'aveugle. Alors qu'il y a un appareil ici qui pouvait nous faire un bon diagnostic positif. C'est ça, en fait, la salle de maternité. 150 accouchements par mois. Moyenne de 150 accouchements par mois. C'est beaucoup. Quand une femme est en travail, qu'il y a une complication, on est obligé de faire une césarienne et il y a la salle d'opération tout juste à côté. On peut faire 25 césariennes par mois. Tout ce que vous voyez, ce sont les moustiquaires pour justement essayer de limiter la piqûre des moustiques pendant la nuit. On essaie de faire des distributions de moustiquaires, mais beaucoup de fois, ils ne les utilisent pas. Ils n'ont pas conscience du danger. On doit travailler de tous les côtés, dans tous les services et étant seul. Denis est homme d'affaires. Bénévolement, il exerce la fonction de mandataire social de l'association à Bujumbura. Pour que le projet puisse produire les effets escomptés, il faut que le centre puisse évoluer vers un centre nutritionnel, dans la mesure où les soins, c'est bon, mais aussi
il faut que les gens aient à manger, une santé équilibrée et une alimentation saine. Et il faut aussi que nous puissions les encadrer pour qu'ils puissent se livrer à des activités d'autopromotion en vue d'atteindre l'autonomie économique et financière. Des projets d'élevage de poules pondeuses, des projets d'installation d'un moulin pour produire la farine. Il ne faut pas que ces populations soient assistées éternellement. Ici, les gens ont été gentils, raconte Pancrace. Pendant la crise, ils se sont protégés les uns les autres contre les exactions des hommes en armes. Il n'empêche que, derrière la gentillesse et la bonne humeur, se cachent bien des problèmes de misère et de malnutrition. C'est pourquoi les projets de développement, même les plus modestes, sont vitaux pour l'avenir. turya rimwe ku munsi turarima ntitwimbura nta kintu dufise kidufasha ngaha ku kibuga iwacu patate l'image de patates douces serema. Elle parle que les conditions de vie ici à Kibenga ne sont pas du tout bonnes parce qu'elle mange qu'une seule fois, elle ne mange que de la patate douce. Et ça, c'est pas suffisant. On aurait dû avoir aussi des haricots ou des légumes, mais la récolte n'a pas été à la hauteur de ça. Là, c'est son salon. Abandi bari Bujumbura umva kuza baraca agafaranga. Les uns sont à l'école, les autres sont à Bujumbura pour chercher les moyens pour faire vivre la famille. Ils sont en train de bricoler les radios. Donc, il apprend à se débrouiller. Les cheveux là, c'est un signe de la malnutrition. La famille qui n'a pas assez de récolte ne peut pas nourrir bien les enfants. Mais les enfants, surtout des primaires, fréquentent tous l'école. Je nifuza igitungwa notunga kikazofasha umuryango wanje. Elle veut un animal à élever pour qu'elle puisse aider sa famille. Elle veut devenir taximotori, mais elle n'a pas de moto. Nanje nifuza dusakazwa kubera singira aho njyama nkagomba n'agatungo ko kurondera udusa. Elle veut la couverture de sa maison parce qu'elle n'a pas où loger. Elle veut aussi un animal pour fertiliser son champ.
Ici, nous sommes devant des ruines d'une maison d'habitation qui abritait les professeurs, qui abritait aussi le directeur, mais elle a été malheureusement détruite par la crise en 2001 où des gens mal intentionnés qui sont passés, qui ont pillé, qui ont détruit, qui ont tout saccagé sur leur passage ici. Le but est de désengorger certaines classes qui sont pléthoriques, que nous avons pu penser à l'érection de 2 salles de classe, mais à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas de tôle et de ciment pour pouvoir démarrer avec la rentrée scolaire prochaine. Ce sont les toilettes latrines que les filles utilisent, autour de 280 filles. Les latrines que nous allons utiliser lors de la prochaine rentrée scolaire. Il nous manque les pupitres, il nous manque bien sûr les briques pour faire monter les murs. Il y a les parents qui ont mis ces bois et il y a les tôles qui est venu du gouvernement. Son Excellence le Président a accordé à ce que s'il y a les parents qui s'organisent jusqu'à construire les écoles, alors il y a les tôles qui étaient promises aux parents. Dans le cadre de l'autofinancement du lycée, nous avons redémarré une activité de porcherie pour nous autofinancer et aussi pouvoir réaliser d'autres activités. Et le budget que nous avons essayé d'allouer à l'autofinancement ne provient pas du gouvernement. C'est un complément pour améliorer les conditions de vie des élèves et aussi pour qu'on puisse prendre en charge quelques indigents, compenser le manque à gagner. Oh, yeah. Twararushe, twararetse. Nta n'umwe atabutse, undi bwararetse. Ahangurumvikano, utura inzigo. Hatemba amatanu, amaso masoko garuka ubutuvuma twihotse ibyabaye tubakurundi busha tubane mu bumwe mu mahoro twirengagize ibyahitiye tubakurundi busha dutere imbere udutangari ihori ntashikana ahubwo twikebuke tubaka igihugu cyacu ikumira ry'amoko intara ibitsina n'amadini tumenye kwarakaranda kuko bandura abarundi twese duhure ku kibi nta n'umwe atabutse undi bwararitse harangwa umubikano utura inzigo hatemba amatanu hatemba amaraso basokuru bagaruka ubutuvuma twihotse ibyabaye tubakurundi
twirengagiza ibyahitiye twubaka ubundi busha maze dutera imbere dutangarira Whoa, whoa. Oh